comptage des voix a débuté au Libéria où 20 candidats sont en lice pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. On note une forte participation des Libériens à ce scrutin. Au Kenya, Raila Odinga ne prendra pas part à l'élection présidentielle du 26 octobre. L'opposant a annoncé mardi qu'il se retire de la course et pour cause, ses conditions exigées ne sont pas prises en compte. Et puis à Madagascar, le président Henry appelle sa population au calme face à l'épidémie de peste qui a déjà causé 48 morts. Il assure que le pays avait les armes nécessaires pour gagner la guerre contre la maladie. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Le comptage des votes a débuté au Libéria où 20 candidats sont en lice pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 12 ans. Ils étaient plus de 2 millions de Libériens convoqués aux urnes mardi pour désigner le nouveau président. De longues files d'électeurs se sont constituées devant les bureaux de vote qui ont officiellement fermé à 18h GMT. Il faut dire que les premiers résultats sont attendus à partir de jeudi. Ellen Johnson Sirleaf, la sortante, s'est réjouie de voir tant de monde dans les files d'attente. Preuve, selon elle, que le pays est prêt pour la transition. Au Kenya, Raila Odinga ne participera pas à l'élection présidentielle du 26 octobre prochain, organisée suite à l'invalidation du scrutin du 8 août dernier. L'opposant a annoncé hier mardi qu'il se retire de la course et pour cause, ces conditions exigées n'ont pas été prises en compte par la commission électorale. Les images. C'est décidé. Le premier challenger de Uhuru Kenyatta se retire de la course présidentielle. Scrutin fixé au 26 octobre et organisé suite à l'invalidation en justice de la réélection du président sortant lors du scrutin du 8 août dernier. L'opposition avait en effet conditionné sa participation au nouveau scrutin prévu le 26 octobre à une réforme en profondeur de l'IEBC, dont l'éviction de plusieurs de ses responsables. Elle a également organisé des manifestations contre l'IEBC alors que se sont multipliées les invectives entre pouvoir et opposition. Cette déclaration est celle de la coalition de la NASA sur le retrait de la candidature de l'honorable Raila Odinga et de son excellence Kalonzo Musyoka aux élections présidentielles prévues pour le 26 octobre. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'IEBC n'a pas l'intention d'entreprendre des changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et les irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août 2017 ne se reproduisent pas. Tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Après avoir délibéré sur notre position par rapport aux prochaines élections, tenant compte des intérêts du peuple du Kenya, de la région et du monde, nous pensons que l'intérêt de tous sera mieux servi par l'abandon de la candidature présidentielle de la coalition d'opposition à l'élection prévue le 26 octobre. Les réelles implications de ce retrait sont toutefois pour l'heure incertaines et devraient faire l'objet d'une âpre bataille sur l'interprétation des textes de loi. Au Mali, plusieurs milliers de personnes se sont réunies le week-end dernier au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako pour soutenir la paix et les actions du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un meeting organisé par la plateforme Ankabine qui regroupe plusieurs organisations de la société civile et des mouvements de femmes et de jeunes des partis politiques. Reportage Alima Bentouré. C'est un meeting de soutien aux actions du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, aux forces armées de sécurité maliennes ainsi qu'à la paix et la réconciliation nationale. Si les institutions ne sont pas fortes, il est extrêmement difficile pour nous de pouvoir venir à bout de la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Mali. Et nous sommes convaincus du fait qu'aujourd'hui, il y a des enjeux géoéconomiques, géostratégiques, géopolitiques. Si nous ne soutenons pas nos dirigeants du jour et qu'ils se sentent seuls, nous pensons que c'est comme si on les livre quelque part. Une
une manifestation qui a rassemblé environ 25 000 personnes au stade Modibo Keïta de Bamako à l'appel de la plateforme Ankabin qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, des mouvements de femmes, des jeunes et des partis politiques. C'est la jeunesse qui est là. Nous, on ne voit que demain, pas aujourd'hui. Parce que les vieux ont vieux et la jeunesse, si on se donne la main, nous allons avoir un avenir sain et de paix. Cette grande mobilisation du peuple montre son attachement aux idéaux du président Ibrahim Boubacar Keïta, à en croire les acteurs. Les femmes sont sorties, les élus sont sortis, le peuple malien est sorti dans son ensemble. Vous avez vu le stade rempli à craquer comme un seul homme. Cela prouve encore une fois de plus que le travail du président Ibrahim Boubacar Keïta est un travail fort appréciable. Cela prouve encore une fois de plus que le peuple malien est conscient que malgré les difficultés, des efforts sont en train d'être faits. Pour la plateforme Ankabin, le président Ibeka est un constructeur de la paix qui a su mettre la confiance et l'espoir dans les cœurs des Maliens. Car la renaissance et la construction sont visibles et partout l'espoir renaît et reprend forme. Au Nigeria, les premiers grands procès de centaines de djihadistes supposés ont effectivement démarré lundi avant d'être ajournés. Au total, 300 membres présumés de Boko Haram ont été placés en détention provisoire. Les détails. 3 affaires distinctes, impliquant chacune 100 accusés, ont été examinées dans 3 tribunaux, à en croire le ministère de la Justice, qui a publié un communiqué. Un suspect, accusé d'avoir voulu faire exploser une mosquée de la ville de Bauchi, au nord-est du Nigeria, a été transféré pour être jugé à Bauchi. En tout, 1669 suspects, dont 1631 hommes, 11 femmes, 27 enfants sont détenus à Kenji en attendant d'être entendus par la justice. Le gouvernement a également prévu de poursuivre 651 autres détenus dans la caserne militaire de Diwa, à Maïdougouri, la capitale du Borno. Pour des raisons de sécurité, les audiences se déroulent à huis clos devant 4 tribunaux civils installés dans un centre de détention militaire à Kenji. Selon le porte-parole du ministère, les juges ont ordonné que tous les accusés soient placés en détention provisoire pendant 90 jours, ce dans l'attente d'enquêtes approfondies. Les audiences reprendront le 9 janvier. Quant à la transparence et à l'objectivité, le ministère de la Justice a assuré que les procès seront justes et que les accusés seraient poursuivis et non persécutés. En 8 ans de conflit, seules 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec Boko Haram, selon des chiffres officiels. Mais des milliers de personnes arrêtées sont détenues depuis des années sans avoir eu accès à un avocat ou sans avoir comparu devant un juge. La transparence du processus soulève également des inquiétudes à la suite de l'interdiction faite aux médias d'assister aux audiences, même si le gouvernement affirme que des observateurs internationaux seront présents. Et puis, il faut dire que la population nigériane reste sceptique quant à l'issue de ce long processus judiciaire. Notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa, en route pour l'État de Kaduna, nous fait ici la genèse du parcours de la secte Boko Haram qui a sévi et continue de porter des coups au Nigeria. Le groupe Boko Haram au Nigeria a débuté en tant que groupe anticorruption islamique qui est devenu un mouvement violent et affilié à l'État islamique dont l'insurrection a menacé la stabilité dans la région du lac Tchad. Mais les autorités nigérianes disent qu'elles détiennent maintenant plusieurs membres du groupe et que des milliers parmi eux devraient être jugés dans la semaine. L'armée contre les terroristes de Boko Haram. Boko Haram, dont le nom, traduit légèrement dans la langue Hausa, signifie l'éducation occidentale, est interdite. Vise à créer un État islamique dans le nord-est du Nigeria. Sa révolte a coûté au moins 20 000 vies depuis 2009. Mohamed Youssouf, fondateur du groupe Boko Haram, a reproché aux valeurs occidentales laissées par l'ancien pays colonisateur, la Grande-Bretagne, des mots et son vœu cher était le retour à l'islam plus fondamentaliste. Il a attiré de nombreux jeunes mécontents à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, avec une critique d'un régime laurier corrompu qui négligeait le développement dans la région, principalement musulmane. Boko Haram était largement pacifique avant que Youssouf ne soit tué en détention en 2009, après un soulèvement à Maiduguri, ce qui a provoqué la mort de plusieurs personnes. Aboubakar Shekau, l'homme de droite de Youssouf, l'a remplacé en tant que leader. Ce dernier a accompli des dizaines d'attaques mortelles contre des écoles, des églises, des mosquées, des entités étatiques et
des forces de sécurité. Certains membres de Boko Haram seraient formés avec Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali en 2012 et 2013. Parmi les actes les plus notoires du groupe, il y a eu l'enlèvement de plus de 200 écolières en avril 2014 dans la ville éloignée de Chibok. Au total, 106 ont été libérés, trouvés ou échappés, 113 restent captives. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci à Madagascar où le président Eri a appelé mardi sa population au calme face à l'épidémie de peste qui a déjà causé 48 morts. Il a assuré que le pays dispose des armes nécessaires pour gagner la guerre contre la maladie. Le président a fait cette déclaration lors de sa première intervention publique depuis le début de l'épidémie à la fin du mois d'août dernier. Le président s'est également insurgé contre les personnes qui propagent de fausses informations et rumeurs par téléphone dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Au Maroc, le TGV, première ligne grande vitesse du continent africain qui doit entrer en service à l'été 2018, va mener cette semaine ses premiers tests à 320 km/h. C'est du moins ce qu'a révélé hier lundi l'Office national des chemins de fer. Voici les images. Le train grande vitesse marocain, première ligne grande vitesse du continent africain qui doit entrer en service à l'été 2018, a déjà roulé ce lundi à 275 km/h sur un tronçon de 110 km entre Kenitra et Tanger. Ce premier test s'est fait en présence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, venu voir les progrès de ce projet emblématique de la relation bilatérale franco-marocaine. La ligne grande vitesse permettra de relier la capitale économique Casablanca, la capitale administrative Rabat et le pôle maritime de Tanger en un peu plus de 2 heures, contre presque 5 heures actuellement. J'ai pu ce matin me rendre compte de la qualité de la réalisation, de son avancement, du respect global de son calendrier. J'ai pu voir d'hélicoptère le TGV franchir la barre de peut-être 270-275 km/h, ce qui en fait le train le plus rapide de toute l'Afrique. En tout cas, cette collaboration est exemplaire. Selon les chiffres rendus publics ce lundi, le coût total du projet financé à 50% par la France via différents prêts représente 22,9 milliards de dirhams, soit environ 2 milliards d'euros, soit environ 15% de plus que les estimations initiales en 2007. La livraison à l'origine prévue fin 2015 a pris du retard en raison de longues procédures d'expropriation. Au Sénégal, alors que le gouvernement a lancé le projet phare de la construction de terre, le train à grande vitesse pour désengorger la capitale Dakar, la polémique enfle autour du chantier, notamment en ce qui concerne le tronçon de ce train. Pour faire de la place, plusieurs habitants de la banlieue de Dakar devront quitter leur domicile et les indemnisations proposées par l'État leur semblent dérisoires. Reportage de Thiet Berthet, notre correspondant à Dakar. Ici, dans la banlieue de Dakar, Ousmane Fall, 29 ans, vend des milles, du maïs. Cela fait plus de 10 ans. Mais plus pour longtemps, sa boutique qu'il loue se trouve sur le tracé du nouveau TER. Il est voué à disparaître. Il ne sait pas où aller. J'ai peur d'être au chômage parce que c'est ça que je travaille. Je n'ai pas un autre métier, quoi. On nous a dit qu'on va nous donner de l'argent. Mais pour le moment, je n'ai pas vu d'argent. Comme lui, ils sont des dizaines de milliers à être priés de quitter leur domicile ou leur commerce pour permettre la réalisation du grand projet de désengorgement de la capitale. Alors un collectif s'est créé. Mokoudou Fall l'a rejoint. Dans cette maison vit toute sa famille depuis plus de 70 ans. Elle doit être rasée. Je ne sais pas demain, est-ce que j'aurai une maison? Je ne sais pas, est-ce que ma famille, ils ne vont pas rendre pauvre ma famille, mes enfants et ainsi de suite, les amis. On va se séparer comme ça après de longues années qu'on a vécues ensemble. Indemnisation insuffisante, solution de relogement insatisfaisante. Pour leur première action, les membres du collectif ont décidé d'organiser une marche pour sensibiliser une population mal informée et démunie face aux exigences de l'État selon eux. Mais alors que la caravane n'a pas encore commencé, la police s'interpose, lance des lacrymogènes. Mokoudou et une dizaine d'autres manifestants sont arrêtés. S'ils veulent nous barrer la route,
qui nous tue d'abord. Notre maison, c'est notre patrimoine. Les personnes interpellées ont été libérées par la suite, mais la colère et la frustration de ne pas être entendues restent intactes. 19 200 francs le mètre carré. Où est-ce qu'à Pékin vous pouvez trouver un terrain à 19 200 francs le mètre carré? Vous ne pouvez pas avoir dans la région de Dakar un terrain à ce prix. Ce n'est pas possible. Donc où est-ce qu'ils veulent qu'on loge? Le TER est un des projets phares du plan Sénégal émergent du président Macky Sall. Le premier tronçon de 36 km doit être opérationnel en 2019. Les travaux ont à peine commencé. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi.